Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de CMG Raconte. Je suis actuellement avec Myriam Elguirouge, consultante du pôle conformité et contrôle interne. Bonjour Myriam. Bonjour Anna. Alors, nous allons nous intéresser à un sujet d'actualité. Depuis le début de l'année 2023, la commission de sanctions de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a prononcé à l'encontre des établissements de crédit et de paiement un blâme et une sanction pécuniaire d'1 million d'euros pour chaque établissement. Ces décisions démontrent une nouvelle fois l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux yeux du régulateur. Alors Myriam, pouvez-vous nous éclairer? Qu'est-ce que le blanchiment d'argent? L'article 324-1 du Code pénal dispose que le blanchiment est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Elle constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment, il est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Donc, pour être un peu plus clair et facile, donc le blanchiment de capitaux, c'est un délit, comme j'ai bien précisé, c'est un délit pénal, sanctionné qui consiste à donner une apparence légale à des capitaux qui sont en vérité, qui proviennent d'activités illicites, telles que le trafic de stupéfiants, les activités criminelles, la corruption, le proxénétisme, le trafic d'armes, l'emploi de personnes non déclarées. Donc dans le langage courant, Myriam, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on peut appeler l'argent sale. Oui, alors cet argent sale, donc elle est dans un premier lieu placée puis dispersée dans le système financier à travers des montages qui sont très complexes, tels que en passant par des paradis fiscaux, en créant des sociétés écrans. Et dans un second temps, cet argent elle est intégré dans des activités qui sont, légales, telles que l'immobilier, les établissements de jeux d'argent. Concrètement, quelles sont ces étapes qui sont généralement suivies par les blanchisseurs d'argent pour donner une apparence justement légale à des capitaux qui proviennent d'activités illicites? Ils procèdent en général par trois étapes. Donc la première étape qui est le placement, la seconde c'est l'empilement, et la dernière, c'est la phase d'intégration. Donc, pour rentrer un peu plus en détail dans chacune des phases, donc la première phase qu'on appelle la phase dite placement, qui est aussi dite le prélavage. Donc le blanchisseur, il introduit l'argent sale qui émane de diverses infractions qui sont pénales, comme on l'a précédemment expliqué, au sein du système financier. Donc la finalité est de démunir des capitaux d'origine illicite en les introduisant dans le système financier. Par le dépôt sur des comptes bancaires, l'investissement en instruments financiers, l'achat de biens à la consommation. Donc le placement, il est généralement effectué dans des zones où leur détection est moins probable. Toutefois, les fonds sont placés dans des zones relativement proches de celles où interviennent les actes criminels. Donc, la deuxième étape qui est le lavage, on appelle aussi lavage la phase dite d'empilement, c'est-à-dire en fait c'est à ce stade que se produit la première tentative pour dissimuler ou camoufler la manière dont l'argent a été acquis par les blanchisseurs. Donc le blanchisseur, il accumule des transactions d'achat, de vente, de placement boursier pour empêcher à toute personne de pouvoir remonter à l'origine illicite des fonds. Alors, la troisième étape, c'est l'essorage, la phase d'intégration. C'est en fait le blanchisseur, il intègre des fonds blanchis au sein du système économique et financier qui est illicite. Donc la finalité de cette phase, c'est d'intégrer des capitaux dans des activités économiques légitimes pour leur donner une apparence licite. Dans cette étape, les blanchisseurs, ils participent à des activités commerciales, ils prennent des participations dans des sociétés, ils investissent en bourse dans le secteur de l'immobilier ou dans toute autre activité susceptible de servir à la création de nouvelles richesses. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup, Myriam, qu'est-ce qu'on appelle le financement du terrorisme? Alors, pour le financement du terrorisme, il constitue lui à réunir ou à fournir des biens ou des services obtenus de manière légale ou illégale dans le but de faciliter ou de commettre des actes criminels. Ici, ce qui nous intéresse plus, c'est la destination criminelle des fonds
qui est dissimulé, contrairement au blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, on essaie de chercher l'origine des fonds qui est illicite, alors que le financement du terrorisme, l'origine, elle peut être comme légale, comme illégale, mais c'est plutôt la destination des fonds qui est criminelle. Justement, Myriam, par rapport à cela, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour lutter contre ces deux phénomènes ? La LCBFT, elle nécessite une coopération entre plusieurs acteurs, que ce soit au niveau national ou international. Donc nous avons le GAFI. Donc le GAFI, c'est le groupe d'action financière qui est un organisme intergouvernemental qui dicte des normes que les gouvernements membres doivent transposer dans les réglementations nationales et doivent les appliquer. Donc le GAFI aussi, il dresse une liste des pays qui ne respectent pas ces normes. On a les professions qui dites assujetties. Donc ce sont des établissements financiers, des notaires ou des agents immobiliers qui sont tenus d'appliquer des mesures de vigilance à l'écart de leurs clients et de leurs opérations. En cas de soupçon, ils doivent adresser une déclaration de soupçon auprès de la cellule de renseignement financier de leur pays. Donc en France, c'est TRACFIN, c'est la cellule de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins. Elle transmet par la suite les dossiers à la justice, à la police et ou aux cellules de renseignement financier de d'autres pays. Et enfin, nous avons les autorités de contrôle qui vérifient l'application des mesures de vigilance et peuvent sanctionner. Donc en France, pour les banques et les assurances, c'est l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui effectue ce rôle de contrôle. Donc par rapport à ça, quel est le cadre juridique pour la LCBFT ? La France a promulgué en 1990 la première loi imposant aux banques des règles spécifiques afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La dernière directive européenne relative à la LCBFT, elle est dite la 5e directive. Elle a été adoptée en 2018 et elle a été transposée en droit français en février 2020. Cette dernière, elle prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des transactions financières. La plupart de ces applications qui sont présentes dans la directive sont inscrites sur le Code monétaire et financier. Alors concrètement, Myriam, qu'est-ce que la banque peut faire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ? La banque doit surveiller les opérations effectuées par les clients, vérifier les informations reçues et conserver tout cela en respectant le secret bancaire. Dans le cadre de la vigilance, la banque doit s'assurer que les opérations réalisées par les clients ne contiennent pas une ou des opérations de blanchiment ou de financement de terrorisme, ne violent pas une mesure d'embargo, et que le client n'est pas en relation avec une personne faisant l'objet de gel des avoirs. Pour que ça soit plus clair, je vais t'expliquer. Par exemple, quand toi tu pars ouvrir un compte bancaire dans une banque, donc tu vas transmettre toutes tes informations, donc que ce soit ta pièce d'identité, ton âge, tes revenus, là où tu habites, ta résidence fiscale. Donc ces informations-là, elles sont collectées. Avec toutes ces informations-là, on a un outil qui nous permet de calculer ton niveau de risque. Donc chaque client dans une banque, il a un niveau de risque attribué selon ses revenus, selon son pays de résidence fiscale, selon sa profession, selon son âge. Et donc en fait, chaque client, il a comme une étiquette pour dire ce client il est risqué, ce client il n'est pas risqué. D'accord. Et ensuite, donc toi quand tu ouvres ton compte bancaire, tu effectues des opérations. Donc alors avant que tu effectues des opérations, donc ton nom et prénom, il est filtré. Donc l'objectif, c'est de vérifier est-ce que ton nom et prénom, ils matchent avec une personne qui est listée. Donc, soit un terroriste, soit une personne qui est sous gel des avoirs, soit une personne qui est politiquement exposée. Donc une personne politiquement exposée, c'est par exemple un ministre, il est considéré comme personne politiquement exposée. Est-ce que tu es une proche de personnes politiquement exposées? Et c'est avec ces éléments-là, ils peuvent aussi te changer ton étiquette, qui est ton score. Alors toi, quand tu ouvres ton compte, les opérations qui sont générées dans ton compte, elles sont surveillées. Donc, c'est-à-dire quand on fait les dépôts d'espèces ou des retraits d'argent ? Oui, elles sont toutes surveillées. Alors par contre, la surveillance, elle se fait... Alors on a un outil, notre outil de surveillance des opérations. On a des scénarios qui sont prédéfinis par la direction conformité. Et en fait, c'est avec ces scénarios-là que les alertes remontent au niveau dans l'outil. D'accord. Donc lorsque une personne lambda effectue par exemple un virement ou reçoit un virement d'un montant important,
Donc il y a une alerte qui est générée sur l'outil de surveillance des opérations. Donc concrètement, Myriam, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui sont en charge de surveiller tous les retraits et les grosses sommes d'argent qui peuvent susceptibles d'arriver sur des comptes en banque. Effectivement. Alors, donc, la direction de conformité dispose des outils qui lui permet de détecter les opérations qui sont suspectes. Donc ces opérations, elles sont remontées au niveau de la direction de conformité. Les opérations sont identifiées, soit principalement, elles sont identifiées dans les outils, parce qu'on a des outils qui nous remontent des alertes suite à des scénarios qui sont prédéfinis dans l'outil. Qui nous disent par exemple, un tel client a fait une opération, un virement, un chèque, un virement d'un montant de temps qui est supérieur à notre seuil. Et c'est là où nous, on reçoit l'alerte, on traite l'alerte. Donc l'objectif, c'est d'identifier l'origine des fonds, d'où ça vient et tout ça. Mais du coup, il n'y a pas que des machines, il y a aussi des humains qui peuvent donner l'alerte en cas de suspicion. Dans le cadre où on a un client qui se présente en agence pour effectuer une opération. Et c'est là où, dans le cadre de l'échange avec le conseiller clientèle, que la personne, elle identifie soit des signaux faibles, soit la personne, dans le cadre de l'échange avec le chargé de clientèle, le client dit de façon explicite ou implicite dans les deux cas, que soit, par exemple, elle travaille dans le noir, elle effectue, elle emploie des personnes qui sont déclarées, ou même dans la partie vestimentaire où le chargé de clientèle voit un changement de comportement. Dans ce cas-là... Il se doit lui aussi de donner l'alerte. Oui, et là, on a une remontée de doute. Donc, c'est une remontée de doute qui est remontée directement depuis le chargé de clientèle à la direction conformité. Et c'est eux, dans leur rôle, c'est d'analyser le compte du client, de faire des recherches pour voir est-ce que le doute remonté par le chargé de clientèle, est-ce que c'est un vrai soupçon ou ça nécessite à effectuer une déclaration de soupçon ou non. Justement, c'est quoi une déclaration de soupçon ? Une déclaration de soupçon, comme on le dit, c'est un soupçon. Donc la banque, elle effectue une déclaration de soupçon. Ce n'est pas avéré encore. Donc quand on a un doute sur un client, par exemple, quand on reçoit une alerte et on la traite. Donc par exemple, on va prendre un exemple que le client, il a reçu un virement entrant de 300 000 euros en provenance d'une personne sans lien avec le client. Ça, c'est un exemple tout simple. On a demandé, en premier temps, au client, parce qu'avant de faire une déclaration de soupçon, on demande d'abord au client de justifier l'origine des fonds. Si il arrive à justifier, donc il nous donne tous les éléments, tous les justificatifs probants permettant de justifier cette opération, là, on va le classer en sans suite. Mais si le client, même s'il nous donne des justificatifs, mais ces éléments-là ne nous permettent pas de lever le doute, ou il refuse même de nous communiquer les éléments, nous avons un soupçon. Donc notre rôle, c'est de rédiger une déclaration de soupçon qui est transmise à Tracfin à travers une plateforme qui s'appelle Hermès. Donc cette déclaration de soupçon, elle atterrit au niveau de Tracfin. Alors, Tracfin, elle centralise toutes les déclarations reçues par les banques, elle les analyse, éventuellement, elle les regroupe et elle décide s'il existe présomption de blanchiment ou de financement du terrorisme suffisant de transmettre le dossier au procureur de la République. Cette transmission pourra, s'il y a lieu, déboucher sur une enquête, un jugement et, le cas échéant, une condamnation en justice des personnes impliquées dans cette opération. Qu'est-ce qu'il advient justement de cette somme d'argent-là en attendant qu'une décision de justice soit rendue Alors, nous, au niveau de la direction de conformité, quand on envoie la déclaration de soupçon, on n'a pas l'information de ce qui devient de notre déclaration de soupçon. En fait, nous, notre rôle s'arrête quand on envoie la déclaration de soupçon. Sauf si Tracfin nous envoie une demande d'éléments complémentaires. Par exemple, Tracfin, elle nous envoie des fois... des droits qu'on appelle droits de communication. Elle nous demande de communiquer pour le client dont nous avons fait la déclaration de soupçon ou non, donc que ce soit le client ou non, de communiquer des éléments complémentaires. Mais après, nous, sur la phase d'enquête, de jugement, nous, ça, on n'est pas au courant. Et d'ailleurs, quand on envoie une déclaration de soupçon,
Le client n'est pas censé savoir que nous avons fait une déclaration de soupçon sur lui. D'accord. Ni ni les commerciaux, ni le chargé de clientèle, la personne qui est en lien avec le client. Donc nous, notre rôle, c'est que quand on fait une déclaration de soupçon, donc on attend, c'est que Tracfin qui peut nous dire de stopper, par exemple, s'il y a un virement sortant. Oui. C'est eux qui nous disent non, vous devez bloquer les fonds. Merci beaucoup Myriam pour ces éclaircissements, un sujet très intéressant. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.